bonsoir. Bienvenue au cinéma de Montreuil. Merci beaucoup à toutes et à tous de votre présence ce soir. On est très heureux d'accueillir, d'organiser, de co-organiser cette projection de Paris-Stalingrad. Avant de laisser la parole à de multiples intervenantes et intervenants prestigieux ce soir, j'aimerais remercier tout particulièrement la section locale Tournoi à Ville-Montreuil de la Ligue des droits de l'homme, parce qu'ils ont fait un super travail. Ils sont venus nous voir pour nous signaler déjà la tenue de cette journée internationale des migrants, et ils ont eu la bonne idée de programmer le film Paris-Stalingrad. On avait beaucoup aimé au sein de l'équipe de programmation du MEDIES, donc je voulais les en remercier très sincèrement, et je laisse la parole à Sophie qui va vous présenter cette séance et accueillir nos différents invités. Très bonne soirée. Bonsoir. Effectivement, je m'appelle Sophie, je représente la très dynamique section de la Ligue des droits de l'homme de Montreuil-Romainville. On n'en est pas à notre première collaboration avec le MEDIES, et c'est toujours effectivement autour des valeurs que nous souhaitons partager et faire respecter autour de cette question des droits de l'homme, et autour de films que nous soutenons comme ce soir. Nous éditons régulièrement les petits 4 pages, vous en avez un aujourd'hui, qui permet en principe, en tout cas c'est notre vœu, de pousser un peu la réflexion un petit peu plus loin. Et nous sommes toujours dans une réflexion avec le MEDIES par rapport aux intervenants que nous invitons pour animer les débats qui entourent ces projections. Voilà. Donc aujourd'hui, il s'agit du traitement dégradant, voire inhumain des réfugiés à Paris. Et pour ce film, nous avons vraiment le grand plaisir et l'honneur d'accueillir Ine Medeb, qui est la co-réalisatrice du film. Marie-Christine Bergerac, qui est la vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme pour le plan national. Et l'artiste Abdel Malik, qu'on ne vous présente plus. Voilà, je vous souhaite une bonne projection, et je vous enjoins à rester après la projection pour échanger avec nos invités sur ce sujet tellement sensible qu'est l'accueil des réfugiés en France et à Paris. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Sophie. Et juste, peut-être, si est-ce que vous voulez dire un petit mot avant de passer au thème? Ine, un petit mot sur le choix d'être là ce soir. Alors, on est très très content d'être là ce soir, que vous soyez nombreux pour voir le film. C'est un film que j'ai terminé il y a maintenant presque 2 ans, donc il s'est passé beaucoup de choses, et c'est intéressant de le revoir ou de le voir aujourd'hui. Et c'est un film qui s'est tissé au fur et à mesure de ma vie de parisienne. Je suis née et j'ai grandi à Paris, et j'ai d'abord été témoin de ce qui se passait. J'ai d'abord essayé d'aider, faire beaucoup de choses sur le terrain avant de commencer à tourner ce film. Et le tournage de ce film s'est finalement imposé comme une nécessité. Et je suis très heureuse qu'Abdel Malik ait accepté d'être avec nous ce soir, parce qu'il vient de publier un livre qui s'appelle Réconciliation, et qu'effectivement, si je fais des films, c'est pour aller vers cette réconciliation dont nous parle Abdel Malik dans son dernier livre, et qu'on est sur la même longueur d'onde dans tout ce qu'on fait, dans nos actions, dans notre vie, et dans ce qu'on essaye de créer, de partager avec vous. Et il a vu le film il y a maintenant presque 2 ans, et donc il va le revoir aujourd'hui. Je le laisse dire un mot avant. Je vais vous dire bonne projection, on discutera tout à l'heure. Merci en tout cas d'être là. Merci beaucoup. On va revoir le film aussi avec vous, et on aura l'occasion d'échanger avec elle également. À tout à l'heure pour un beau débat. Merci. À tout à l'heure, bon film. J'appelle donc nos intervenantes et intervenants à me rejoindre sur la scène.
Medvedev. Je confie ce micro, vous pouvez encore applaudir chaleureusement à Christine Berger et à Nathalie. Avant de vous passer la parole, je vais poser une ou deux questions à nos invités. Ensuite, très vite, je viendrai parmi vous, donc n'hésitez pas à vous manifester si vous avez des questions. Une première pour la réalisatrice de ce film, quelque chose qui m'a marqué en voyant et revoyant Paris-Stalingrad, c'est la question de la visibilité et de ce qu'on montre et ce qu'on cache. C'est-à-dire, pour moi, il y a un mouvement dans le film qui est particulièrement intéressant en termes de cinéma, avant peut-être d'aborder des questions plus thématiques. C'est un film qui cherche à la fois montrer des choses qu'on nous cache sans cesse, c'est-à-dire des camps migrants qui les met en images, etc., et à aussi montrer des choses qu'on ne voit jamais, ou peu représenter, tous ces actes de bienveillance, d'humanité, d'accueil, d'entraide, etc. Et donc c'est pour moi un film qui met en image des choses qui malheureusement existent trop peu, ou qu'on cherche à ne pas faire exister, dans ces camps-là. Est-ce que c'est une dynamique qui vous a animé dans la réalisation de ce film? Alors même encore plus que cette dynamique, il y avait un vrai problème pour moi, qui était que tous les moments où les réfugiés sont mis à l'abri, où il y a des cars qui arrivent et effectivement les pouvoirs publics sont convoqués, etc., c'était une mise en scène de l'État. Et donc je me retrouvais moi-même, comme les journalistes convoqués ce jour-là, à filmer cette mise en scène de l'État. Donc qu'est-ce qu'on fait de ça? Par ailleurs, également, il y a une mise en scène de l'invasion, qui est de montrer qu'il y a beaucoup de monde, que ce serait insurmontable, qu'on ne pourrait pas accueillir les gens. Et effectivement, si la police nous laisse filmer les rafles policières, nous laisse filmer les mises à l'abri, c'est qu'il y a une vraie raison. C'est qu'en fait, l'État a besoin de ces images, et il y a la mise en scène d'un discours, il y a la mise en scène d'une politique qui est en train d'être mise en place. Et donc, comment on fait? Parce qu'on se retrouve à être soi-même en tant que cinéaste au service de ce discours. Donc comment on fait pour montrer autre chose tout en filmant effectivement ce qui est en train de se passer? Juste pour vous expliquer pourquoi c'est une mise en scène, et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas expliquées dans le film, parce que j'ai fait le choix de faire un film immersif où on rentre dedans et on est avec Souleymane, on est avec ces gens qui arrivent, et donc de ne pas donner le hors-champ. Mais en fait, quand on voit les mises à l'abri, très souvent les gens sont mis à l'abri pour quelques jours à l'hôtel, dans des gymnases, et puis ensuite on les remet à la rue. Et quand quelques mois plus tard le campement se reforme, c'est souvent avec les mêmes personnes. Et donc on a l'impression, quand on regarde la télévision et quand on regarde cette mise en scène de l'État, qu'il y aurait constamment des gens qui sont en train d'arriver, ce qui est complètement faux. Donc voilà, il y a plein de choses que je n'ai pas résolues dans le film, dans cette relation, et je voulais essayer d'éviter à tout prix ce qu'on voit très, très régulièrement dans les médias, c'est-à-dire une foule comme ça, compacte de gens anonymes. Je voulais essayer d'humaniser et qu'on puisse se rendre compte que chaque personne qui arrive est une personne et n'est pas justement ce label qu'on met, on dit migrant, et au bout d'un moment ce terme de migrant est devenu presque un concept qui efface l'humanité des gens et qui fait que derrière ce terme, on met quelqu'un dans une case. Donc, il y avait tout le temps ces questions sur qu'est-ce qu'on montre montre pas, où est-ce qu'on se situe, ces allers-retours. Voilà. Et je ne l'ai pas forcément toujours résolu, d'ailleurs, parce que les gens aussi n'ont pas toujours envie d'être filmés. Et j'ai essayé, parce que j'ai passé beaucoup de temps avec les gens sur place, de discuter avec eux sur l'utilité de faire un film, parce qu'à l'époque où on tourne le film, on est convaincu, y compris Souleymane et ceux qui ont accepté d'être à l'image dans le film, on est convaincu que le film va changer les choses, qu'on va alerter, que ça va faire du bruit, etc. Et en fait, pas du tout. Le film a fait une toute petite sortie, aucune télévision ensuite ne l'a pris, enfin il a plus circulé à l'étranger qu'en France. Voilà. Il n'y a pas du tout eu le débat que j'attendais au moment de la sortie du film. C'est-à-dire qu'on a eu de la presse, mais on n'a pas du tout été invité à débattre et à parler sur les plateaux de télévision, dans les radios, etc.
on espérait justement bousculer les choses par rapport à la situation à Paris, et ça n'a pas du tout été le cas. Donc voilà, il y avait cette nécessité de faire le film au moment de le tourner, avec tout ce questionnement sur qu'est-ce qu'on peut filmer, pas filmer. Et j'aurais une deuxième question qui poursuit un peu ce que vous racontez par rapport dans vos rapports avec les personnes que vous filmez, c'est qu'il y a un questionnement sur le groupe et l'individu et qu'est-ce qu'on montre et à qui on laisse du temps de parole au sein du film, etc. Et en fait, on a différents groupes qui s'affrontent ou en tout cas cohabitent dans le film, à la fois ces exilés qui ne forment pas un tout complètement homogène, et donc vous dégagez des figures, dont la figure centrale de Souleymane. Et après, face à eux, il y a évidemment des gens qui aident, dont on détache aussi quelques individualités, alors que pour le coup, le corps policier restera tout au long du film un corps duquel on n'arrive pas à saisir un individu ou un autre, et je trouve ça assez fort. Et donc j'aimerais bien vous entendre sur ce travail par groupe et pour arriver à trouver des personnages, et puis pourquoi avoir fait émerger la figure d'un poète, et comment vous, Abdelmalik, cette figure-là vous touche. Voilà. Alors je vais juste répondre à cette question parce que c'est une question effectivement très importante qui est le point de vue de cinéma, c'est-à-dire que dès le départ il était clair pour moi que le film, je le tournais avec et aux côtés des réfugiés. Donc il était absolument hors de question d'aller voir ni l'administration, ni la police, ni l'État, qui à mon sens ont déjà bien assez la parole. Et donc ce qui était très très important, c'était mon positionnement aussi en tant que pas seulement en tant que cinéaste, mais aussi en tant que personne, c'est que j'ai fait ce film parce que j'étais déjà, avant même d'être cinéaste, du côté des personnes qui arrivent et qui étaient en difficulté, et que chercher à montrer tous les points de vue aurait complètement brouillé le message du film. Et le corps policier est un corps policier, parce qu'effectivement, les personnes, quand elles, les CRS, les gendarmes, etc., ils sont, à partir du moment où ils rentrent dans le corps, ils font partie de ce corps et ils n'ont plus le droit d'être une individualité. Donc même quand on essaye de parler, ils n'ont pas le droit de s'exprimer, ils n'ont pas le droit de parler, ils se mettent derrière l'institution et c'est un système. Et je voulais montrer ce système qui effectivement procède à la déshumanisation des personnes qui arrivent. Et oui, la poésie dit parfois beaucoup plus de choses qu'une interview, donc ça c'est... Je laisse... Moi je suis encore... je revois le film, je l'ai vu il y a 2 ans, en réalité je suis bouleversé en fait. Et donc du coup j'ai du mal à essayer de conceptualiser les choses. Donc c'est juste pour vous dire l'état. Si jamais je réponds à côté un peu le truc, c'est parce que... Mais précisément parce que... Comment dire, l'art c'est un miroir d'humanité. Et on voit un artiste qui s'exprime et en fait c'est nous, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous en fait. Et de voir comment on traite, finalement comment on traite l'autre, comment on se traite soi en fait. C'est-à-dire où est... Enfin, je sais pas, on parle d'empathie, on parle enfin, moi je suis né ici, je suis né à Paris, j'ai grandi à Strasbourg. Enfin, il n'y a pas de différence entre moi et eux, et pour plein de raisons, et enfin, c'est bouleversant, quoi. Et le fait de pouvoir, par la poésie, finalement, transcender cette réalité dure, concrète, et dire, je suis un homme, je suis un être humain, moi aussi. Et c'est ça qui est bouleversant, en fait. Et c'est ça qui fait que je vous parle et je suis au bord des larmes, et pourtant c'est une réalité que je connais, et de près, etc. Mais ça n'empêche que... Et c'est ça que je trouve en même temps puissant dans le film que tu as fait, Inde, et en même temps, ça me rend triste à un niveau, mais... Enfin, excusez-moi. Enfin, voilà. Je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit Abdelmalik, parce qu'en fait, on a montré le film à Briançon. Briançon, où passent les exilés qui arrivent d'Italie, qui veulent essayer de passer en France, où beaucoup de gens meurent dans la montagne, et ils ont les militants de Briançon, les habitants qui viennent en aide dans la neige régulièrement, qui trouvent des cadavres, enfin, ont organisé un festival qui s'appelle Exil. Et ce qui est assez fou, c'est que la solidarité qu'il y a dans cette ville de Briançon
eh bien, il y a certains Soudanais qui sont passés par Briançon, qui sont allés ensuite à Paris, dans la jungle de Calais, et qui sont revenus finalement s'installer et vivre à Briançon. Et parmi eux, il y en avait une quinzaine, ils sont venus voir le film au festival, et ils étaient en larmes comme toi en sortant du film, parce que certains se sont reconnus dans les images, se sont souvenus du tournage, et ils m'ont dit, mais merci, parce que en fait, ça montre un tout petit peu de ce qu'on a vécu, et on peut le partager avec nos amis français, et on peut regarder le film avec eux, et ils peuvent un tout petit peu, le temps du film, se rendre compte des choses qu'on a traversées. Et voilà, et donc c'était aussi une des raisons d'être du film, et c'est pour ça que je n'ai pas cherché à être exhaustive. Il y a énormément d'ouvrages qui ne sont pas dans le film, et qu'à partir du moment où il y a eu cette rencontre avec Souleymane et où il s'est imposé, ce qui était important, c'était de suivre son parcours tout en montrant le quotidien à travers les personnages qui émergent dans le film. Et en fait, il y en a d'autres, des personnages merveilleux qui ne sont pas dans le film. Mais on a privilégié le récit, le rythme du film. Et ce que je trouve aussi admirable, c'est qu'à un moment donné, Souleymane passe, je crois que c'est passe devant une affiche où il découvre que Paris-Calais, je ne sais plus exactement quel est le mot d'ordre. Voilà, une affiche de militants, et à ce moment-là, en fait, pour moi, le film, à partir, en mettant en image cette découverte de l'affiche, parle d'une condition assez générale de ce que peut être l'exil dans la France, et une problématique d'accueil extrêmement grave qui touche tout notre territoire. Et vous évoquiez la projection faite à Briançon, et c'est pour ça que j'aimerais bien entendre Marie-Christine Vergiat sur un film qui, moi, me paraît être une actualité brûlante, même si aujourd'hui on n'a plus forcément le regard tourné vers Stalingrad pour les mêmes raisons. Moi, j'aimerais bien savoir, vous qui venez de découvrir ce film ce soir, quelle actualité fait écho, et comment ce film vous touche. Moi, je peux pas parler, excusez-moi, mais... ce genre de film est toujours bouleversant, même quand on sait ce qu'il en est, quand on a des tas d'exemples. Moi, ça fait plus d'1 an que je travaille sur ces sujets, donc j'ai un paquet comme ça d'histoires. Et malheureusement, ce qu'on voit, pour reprendre une partie de ce que vous nous avez dit, c'est que ça a empiré depuis le film. Et le film est très en dessous de la réalité même. Oui, que j'ai vu. Notamment, on évoquait Calais, ce qui est en train de se passer à Calais au quotidien, mais c'est innommable. C'est indigne d'un pays comme la France. Non seulement c'est du harcèlement, non seulement ils détruisent les tentes, les effets personnels, mais ils font vivre ces gens dans une condition qui est insupportable. Et j'ai un ami qui était sur place qui nous racontait il y a quelque temps, une fois une énième nage, à Calais, il y a des murs de barbelés tout partout, parce que Madame la maire pire que Madame la maire de Paris, elle s'est carrément le jour de la ville, parce qu'il faudrait que les exilés ne rentrent plus dans Calais. Et on les prive de nourriture, on poursuit les militants. Les militants qui cherchent à leur donner à manger. Et il racontait qu'il y a quelque temps, il était dans une maraude, comme on dit, et pour donner à manger, il faut faire très très vite, parce que au bout de 5 minutes, la police arrive et empêche la distribution de repas. Et donc je crois que c'était des Éthiopiens, si ma mémoire est bonne, parce qu'ils se regroupent beaucoup par communauté, ce qui est assez logique. Et ils sont mis à eux, we are human, we are not animals. Et depuis qu'il m'a raconté ça, ça fait écho à plusieurs moments du film. C'est pour ça que j'avais envie de raconter cette chose, parce que moi je dis souvent, je sais plus comment parler, comment dire, comment expliquer les choses. Tellement on atteint l'ignoble, l'innommable, qu'on se dit mais c'est pas possible dans un pays comme le nôtre, qui est quand même le 5e ou 6e pays le plus riche du monde, on en arrive à traiter d'autres êtres humains de cette façon. Et je crois qu'il y a une chose qui est particulièrement vraie dans ce que vous dites dans le film, c'est l'espèce de double jeu, je dirais, des autorités publiques ou du gouvernement,
qui joue effectivement le en même temps, comme dirait quelqu'un qu'on connaît bien. En même temps, il y a la police qui veille, et en même temps, on les met à l'abri. Donc en même temps, on les protège. Hein, et la réalité, elle est tout autre. Elle est dans le fait qu'on les harcèle quelque part. On les empêche de vivre dignement avec cette obsession qui finiront bien par partir. Parce que c'est ça qui est derrière le raisonnement. C'est le fameux appel d'air qui sert à toutes les politiques dont on sait pertinemment qu'il est faux, mais qui est mis en permanence à toutes les sauces. C'est ce qui est en train de se passer sur ce que j'appellerais le littoral nord, parce que ça n'est pas qu'à Calais. Qu'est-ce que c'est que l'appel d'air? C'est une bonne question. J'ai toujours pas compris ce que c'était, moi. C'est une formule gouvernementale. C'est de dire que si on accueille dignement les gens, il y aura plus de gens qui vont arriver, donc il ne faut pas accueillir. Mais moi, j'irais même encore plus loin, si on rentre dans le débat, le questionnement politique, c'est que, en fait, c'est toute une politique qui est construite sur la haine de l'autre, sur la haine de l'étranger, de manière à ne pas parler des vraies questions qui comptent, en fait, et d'éviter les vraies questions qui sont les questions sociales, qui sont les questions... Et donc, on construit un problème qui n'existe pas parce qu'il n'y a pas de crise migratoire en Europe, il faut quand même le rappeler. La majorité des gens qui fuient des guerres ou qui quittent leur pays sont dans les pays frontaliers où ça se passe. Donc, il y a des millions de réfugiés, justement, à côté du Soudan. Les réfugiés du Sud-Soudan, on les retrouve au Kenya. Ensuite, on retrouve au Soudan des réfugiés érythréens et éthiopiens. Et de la même manière, les réfugiés syriens, ils sont principalement dans les pays frontaliers. Au Liban, quand le Liban a dû accueillir 1 million de réfugiés syriens, alors que c'est un pays qui a 4 millions d'habitants, là, on peut parler de crise migratoire. Mais ce n'est pas du tout le cas de l'Europe, où en fait, on pourrait tout à fait répartir les gens dans les différents pays, les réfugiés. Mais on a besoin de ce sujet, c'est ce qui permet d'occuper le débat médiatique et c'est ce qui permet à des politiques qui n'ont pas de programme politique d'avoir un discours. Et effectivement, le discours de la haine est un discours qui est très vendeur et qui marche très bien et qui est tellement plus facile qu'un discours constructif. Je ne suis pas sûre qu'il soit très vendeur. Il est vendeur pour une partie de l'opinion publique. Parce que c'est aussi ce qui fait qu'il y a de plus en plus de gens qui se réfugient dans l'abstention. Qu'il est vendeur, sinon Éric Zemmour vend 1 million d'exemplaires avec son livre, Site français. C'est ça, c'est que c'est beaucoup plus facile de vendre la haine de l'autre que le contraire. J'aimerais qu'on passe la parole à la salle. Bonsoir. Moi, j'aimerais pousser un petit peu plus loin dans le sens, effectivement, du politique. Au-delà de ce film, au début du XXe siècle, l'immigration internationale, c'était 5% de la population mondiale. Aujourd'hui, c'est 3,5% uniquement. Alors pourquoi, d'après vous, un si faible pourcentage produit une telle extrême droitisation du paysage politique européen? Pourquoi un tel effet? Vous savez, moi j'ai le sentiment que précisément la problématique c'est nous et nous-mêmes. C'est-à-dire comment finalement ensemble on n'arrive pas finalement à être en phase avec les idéaux qui sont les nôtres et comment à un moment donné on n'arrive pas collectivement à être en phase avec tout ça. Et on peut dire les chiffres qu'on voudra, etc., mais c'est toujours comment, à un moment donné, après avoir vécu ce que l'Europe a vécu, l'histoire de l'Europe, etc., comment on soit capable encore de traiter l'autre de cette manière, comment on soit capable d'une telle déshumanisation, etc., etc. Et finalement, c'est un problème, nous et nous-mêmes. L'Europe, aujourd'hui, quel est le projet européen réellement? Quel est même le projet France réellement? Comment on va être capable finalement de rendre visible et lisible à tous une alternative réellement, j'ai envie de dire humaniste, concrètement, rapport à d'autres gens qui, eux,
puisqu'on parlait de Zemmour et autres, des gens qui, eux, ont, pour le coup, c'est un récit clair, qui est hors sol, qui est hors tout, mais il est clair, ce récit. Or, nous autres, femmes et hommes, a priori humanistes, qui avons des valeurs, des principes, etc., comment on n'arrive pas, nous, à produire un récit qui soit lui aussi tout aussi efficace que ces gens-là qui sont finalement à côté. C'est nous et nous-mêmes. Et moi, j'ai ce sentiment-là. Et c'est pour ça que je pense profondément que nous autres artistes, et ce que Inde, quand elle fait ce travail poétique, ce travail artistique puissant, et ben en réalité, et nous autres artistes, finalement, on montre le problème tel qu'il doit être montré, et on parle au peuple, on essaye de créer ce débat-là et cet échange, etc. Mais comment ceux qui sont soi-disant, j'ai envie de dire, ceux qui doivent garantir ça, cette possibilité justement de débat, d'échange et d'améliorer notre situation collective, etc., ne soient pas, eux, capables de produire un récit, une histoire, ces endroits où on peut véritablement faire en sorte de changer les choses. Et c'est ça que ça questionne, aujourd'hui au XXIe siècle. Et moi, j'ai ce sentiment-là, à la fois en tant qu'artiste, à la fois finalement en tant qu'être humain, et je me dis comment ensemble on va travailler véritablement ce sujet-là, comment véritablement ensemble on va réussir à être finalement à la hauteur de nous-mêmes. Et quand on dit la France, qu'est-ce que ça veut dire la France? Qu'est-ce qu'être français? Comment les idéaux qui nous ont portés, etc., réfléchir véritablement sur ces choses-là et faire ensemble, agir pour le changement. Et nous autres, on le fait, voilà, on est des saltimbanques, alors on fait des films, on écrit des poèmes, etc. Mais on fait quelque chose de fondamental qui nous ramène à notre humanité la plus profonde. Voilà, je voulais juste dire ça en passant parce que c'est important, parce que c'est vrai qu'on dit des chiffres, on dit telle chose et telle chose, mais finalement, ce qui compte, c'est concrètement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Et c'est ce qu'on essaie de faire en toute humilité. Non pas simplement vivre ensemble, parce qu'on vit véritablement ensemble, mais faire ensemble. Voilà, je voulais juste dire ça en passant. Sans en rajouter sur les chiffres, la différence entre la fin du 19e siècle et aujourd'hui, c'est qu'à la fin du 19e siècle, c'était les Européens qui bougeaient d'un continent à l'autre. Et on sait avec quelles conséquences. Aujourd'hui, les mouvements, la mobilité, elle s'est internationalisée. Il n'est pas très difficile pour de très nombreuses personnes d'aller d'un continent, d'un pays à l'autre. Et puis, pour des raisons, vous avez très bien dit, que j'appellerais moi le bouc émissaire, on instrumentalise une partie de ces populations, dont le nombre est assez dérisoire au regard de ce qui se passe dans les pays les plus concernés, comme vous l'avez très bien dit, parce qu'effectivement, il y a les conséquences dramatiques, notamment de la crise, de la crise sanitaire, quand vous voyez les résultats qui sont en train de tomber, sont complètement hallucinants. Donc il faut bien avoir quelque chose qui permette d'occuper l'opinion publique, mais je répète, seulement une partie de l'opinion publique, parce que moi je suis aussi frappée dans les déplacements et dans le film. Vous parliez de Briançon notamment, j'étais plusieurs fois à Briançon, la solidarité naturelle qui se met en place parce qu'il y a des hommes et des femmes qui disent ce n'est pas supportable. Ça n'est pas supportable. Et donc, on tend la main, on ouvre sa porte. C'est pour ça que quand les gens de l'extrême droite disent vous avez qu'à les accueillir chez vous, mais c'est fait. C'est fait. On ne vous a pas attendu. Hein, c'est exactement ce qui se passe. Donc, moi, je ne suis pas une fan des chiffres, mais quelquefois, il faut les remettre en perspective. Il ne faut jamais en donner trop. Mais les réfugiés, notamment, pour redire ce que vous disiez sur le Liban, en Europe, c'est 0,6% de la population. Mais au Liban, c'était un quart. Un quart. Mais la Jordanie, c'est pas loin d'être pareil. Et on peut taper sur la Turquie pour X raisons, mais c'est le pays du monde qui accueille le plus de réfugiés aujourd'hui. Donc, qu'on arrête de donner des leçons au monde entier, alors que soi-même, on fait le contraire, quoi. Et on refuse, en réalité, de répondre à la question de façon humaine, digne, et même à la hauteur des richesses des pays européens. Ça serait tellement facile si vous le voulez bien. Moi, j'aime beaucoup rappeler que le continent américain, donc nord-américain et sud-américain, est aujourd'hui majoritairement habité par des Européens, et que ces pays qui se sont construits, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, se sont construits sur des génocides. Le génocide des Indiens d'Amérique du Nord, le génocide amérindien,
Et ça, on a tendance quand même beaucoup à l'oublier. Donc, effectivement, sur comment les gens se déplacent, l'immigration. Est-ce que ce jeune homme qu'on voit qui est un petit peu le message d'espoir un peu du film, puisque on est tous à peu près d'accord, je pense ici, sur la situation, etc. Mais par rapport à ce jeune homme, qu'est-ce qu'il est devenu? Parce que ça fait 2 ans que le film est fini, donc j'imagine que vous allez avoir des nouvelles. Est-ce qu'il est reparti? Oui, Souleymane, c'est pas un acteur, Souleymane, c'est comme mon petit frère, donc il vient chez moi régulièrement. Donc il habite toujours à côté de Nancy. Et il a... Non, finalement, il n'est pas garagiste parce qu'il n'a pas trouvé de travail en tant que garagiste et qu'il a pris le premier travail qui était le mieux payé qu'il a trouvé. Et donc, il construit des routes. Il coule du béton. C'est un métier qui est très, très difficile. Et donc, il travaille, il a un appartement, mais il est émotionnellement et puis personnellement, il ne trouve pas de sens à sa vie. Il est très déprimé. Et il ne comprend pas la vie en Europe. Il dit alors voilà, tout le monde est dans son coin, on travaille, on a un salaire à la fin du mois, on le dépense. Il est très très déçu en fait par sa vie ici. Et effectivement, il a l'obsession de retrouver sa mère. Donc il a réussi à savoir dans quel camp elle était et même à la voir au téléphone. Grâce à un Soudanais qui a été expulsé de France, qu'il connaissait et qui a réussi à trouver sa maman et qui a fait qu'ils ont pu se parler au téléphone. Et donc là, il est en train de s'organiser pour aller rendre visite à sa mère. Et malgré tout ce que j'ai pu faire pour le dissuader de le faire, il veut quand même le faire. Donc il va partir là dans quelques jours via le Tchad, et donc c'est extrêmement dangereux. La frontière, d'abord en tant que réfugié, normalement il n'a pas le droit de retourner dans la zone de guerre où sa vie est en danger, et donc c'est pour ça qu'il passe par le Tchad et pas par le Soudan. Donc j'espère encore qu'il ne va pas partir, mais il a son visa et il est déterminé à retrouver sa maman. Voilà. Donc je ne sais pas du tout ce qui va se passer, mais il a économisé de l'argent là depuis 1 an pour pouvoir justement aller la voir et lui apporter de l'argent. Et son rêve est de construire une maison à sa mère pour qu'elle ne soit plus dans le camp de réfugiés avec ses petites sœurs. Et Souleymane est un inconsolé, vraiment, c'est quelqu'un qui n'a jamais voulu s'exiler, qui garde cette image de bonheur qu'il a eu de l'enfance très très heureuse qu'il a eue au Darfour, dans une zone agricole qui est très fertile et qui en fait a été convoitée. Une des raisons du génocide au Darfour, c'est l'expropriation des terres. Et derrière ces expropriations de terres, il y a l'Arabie Saoudite, les Émirats, puisqu'en fait, toutes ces zones où on a massacré des gens, donc 300 000 morts, et on a peut-être même plus, on ne sait pas exactement dans la région de Souleymane, c'est qu'on a massacré des tribus africaines. C'est l'armée c'était une politique, une dictature qui imposait la langue arabe, la religion musulmane à tout le monde. Et dans un pays qui est d'une immense diversité, il y a 500 ethnies, on parle 117 langues au Soudan. Et donc ensuite, ces terres dont on a exproprié les agriculteurs sont devenues des fermes qui aujourd'hui alimentent l'Arabie Saoudite. Donc tout est exporté, et ça ne reste pas dans le pays. Et le Soudan, c'est ça, c'est que des histoires d'immenses richesses qui ne reviennent pas au peuple, notamment les mines d'or, mais aussi le pétrole, et tout l'argent qui est produit et ensuite réinvesti pour faire la guerre, pour continuer à massacrer des gens, à les déposséder. Voilà. Donc oui, Souleymane, c'est un happy end, un semblant de happy end dans le film. Et dans la réalité, pour lui, c'était aussi très dur, donc il revient régulièrement à Paris, passer des week-ends à la maison pour aller voir ses amis. Et ce qui, lui, l'a mis dans des états de dépression terribles, c'est quand il est retourné à la chapelle et qu'il a retrouvé des amis qui étaient arrivés en même temps que lui et qui n'ont pas eu les papiers et qui, en fait, sont face à un mur, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas retourner de là où ils viennent, où il n'y a plus rien, et ils ne peuvent pas construire leur vie ici. Donc certains sont tombés dans le crack, dans l'alcool. Certains ont perdu la raison. Il a un ami qui a complètement perdu la raison. Et la seule personne dont il se souvenait, c'était Souleymane. Donc l'hôpital psychiatrique
à Paris a appelé Souleymane, lui demander de venir lui rendre visite. Donc c'est ça, c'est ces histoires de vie brisées. Et ce qui est terrible, c'est qu'en fait, moi, au moment où je commence à tourner le film, les gens viennent d'arriver et ils sont avec une énergie, à la fois une énergie, un désir de travailler, une énergie créatrice. En fait, ce qui les a portés jusqu'à arriver à Paris, c'est cet espoir. Et ensuite, quand l'espoir s'écroule, là, c'est là que les choses deviennent terribles. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a un gâchis humain terrible dont les administrations, l'État est responsable. Et ça me paraît d'autant plus fou dans une ville comme Paris, qui est une ville qui vote à gauche, qui est plutôt une ville très ouverte sur le monde, cosmopolite, qui a fait sa réputation dans le monde, avec tous les étrangers qui se sont installés dans cette ville et qui ont fait rayonner la ville de Paris. On pense, je ne sais pas, à Picasso, à Hemingway et beaucoup d'autres. Et donc, c'est pour ça que pour moi, c'est incompréhensible. Et moi, ce que je ressentais pendant que je tournais le film, c'était ça, c'était cet immense décalage, cette volonté de l'État de séparer les gens, d'empêcher les solidarités, d'empêcher les amitiés de naître, d'où la nécessité de repousser les gens à la périphérie, dans des quartiers qui sont peu habités, dangereux, fréquentés plutôt par la criminalité, etc. Donc de criminaliser des gens qui ne sont pas du tout criminels. Et on le voit, le système de la NAS, qui aujourd'hui s'est généralisé à toutes les manifestations, c'est-à-dire la NAS, en fait, c'est la police qui encercle. Et l'idée, à cette époque-là, à Stalingrad, c'était de séparer les personnes qui viennent d'arriver des habitants, donc des citoyens français. Donc, et toute personne qui veut aller avec les migrants se met en danger d'être arrêtée. Donc il y a beaucoup de militants qui ont été en garde à vue, certains qui ont eu des procès, qu'ils ont heureusement gagnés. Mais voilà, il y a cette idée de dire si vous allez là... Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce qu'on fait aux populations qui sont les plus faibles, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de papier, qui n'ont pas de droits, qui sont en dehors, qui sont dans cette zone grise, ensuite on le fait aux citoyens eux-mêmes, parce que c'est ce qu'on a commencé à faire. La violence qui s'est abattue sur les manifestations, les années qui ont suivi le tournage de ce film, jusqu'aux Gilets jaunes, elle est liée en fait. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est aussi un État qui défend l'indéfendable. Et moi, ce que je pense, c'est qu'une des raisons profondes de ces politiques et de actuellement là où se situe le débat en ce moment, juste avant la présidentielle, c'est qu'on est face à des gouvernements qui détruisent l'État social français, détruisent tout ce qui est extraordinaire, tout ce que les gens se sont battus à obtenir, c'est-à-dire dans les droits sociaux, dans le fait de vivre dans une démocratie, dans un endroit où il y aurait un partage du pouvoir, où il y aurait des contre-pouvoirs. Et tout ça, ça fait, moi, depuis que je suis née, que j'ai l'impression qu'on s'applique à le détruire progressivement. Alors Margaret Thatcher l'a fait très rapidement dans les années 80, et nous, on a aujourd'hui un président qui a le même programme que Margaret Thatcher, et il faut voir l'état dans lequel est un pays comme l'Angleterre pour les travailleurs, pour les gens qui... Donc la vraie question, c'est ça. La vraie question, c'est celle du partage des richesses, c'est celle de dans quel monde on veut vivre. Et effectivement, je pense souvent aux films de Ken Loach, qui font un très très beau portrait du monde dans lequel on voudrait que tout le monde, dans lequel le capitalisme voudrait que tout le monde vive. Et je pense qu'il y a un autre monde qui est tout à fait possible. Et donc on a besoin de stigmatiser l'étranger pour éviter, pour cacher ce qui est en train de se faire et qui est encore plus, qui est terrible. Oui, vous avez tout dit et si bien. Donc je voudrais pas répéter. Vous avez parlé du discours de la haine. Moi, ce que j'avais envie de dire, c'est que le discours de la haine, il se nourrit d'abord de la peur des gens. Cette peur, elle vient de tout ce que vous venez de décrire, hein, un monde de plus en plus instable, qui avance très vite, que les gens ont l'impression peut-être de comprendre de moins en moins. Il y a
toute la destruction effectivement des acquis sociaux qui arrivent à côté. Voilà, je trouve justement ce que vous... la question qui se pose pour moi, c'est toujours que faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Ce que vous êtes en train de faire est un geste politique, en fait, en plus d'être un acte artistique, un geste artistique, en nous rapprochant de ces gens, en nous faisant voir leur humanité, etc., vous pourriez permettre d'atténuer cette peur. Je pense que ce point de vue est absolument indispensable. Et la question que j'avais envie de poser, que je me pose, c'est comment est-il possible qu'aucune télévision n'a voulu n'a voulu diffuser ce film, que les radios n'ont pas réagi. Comment faire pour que ça, ce que vous avez fait, votre film, puisse être vu. Voilà. Ouais, alors vraiment, j'ai absolument pas de réponse à cette question. Moi, ce que je pense, c'est effectivement, on est actuellement dans un agenda avec un discours qui est dominant, et il y a des gens qui sont capables de répondre à ce discours dominant et qui sont capables de le déconstruire, et ils sont marginalisés parce que l'objectif, malheureusement, des politiques qui sont eux-mêmes, leurs campagnes sont financées par le grand capital. Donc comment, enfin, je veux dire, ça peut paraître un peu des grands mots, mais c'est la vérité. Donc c'est très 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 compliqué parce que la critique du pouvoir, la critique de l'État, elle passe de moins en moins. Il y a de plus en plus de censure. J'ai été journaliste jusqu'en 2014 et j'ai quitté le journalisme pour cette raison, parce que j'avais des idéaux et que j'étais convaincue quand j'ai commencé à travailler en tant que journaliste, et je sortais de l'école de journalisme de Sciences Po, j'étais convaincue qu'il y avait une totale liberté d'expression en France. Ce n'est pas le cas. Je travaillais dans des chaînes d'information en continu et constamment on était censuré. Donc, et il y avait des coups de fil du gouvernement, ça passe pas, on vous réécrit votre commentaire. Donc le seul espace de liberté que j'ai trouvé, c'est au cinéma, parce qu'effectivement, on n'est pas censuré par un rédacteur en chef ou par un directeur de programme de télévision. Et en même temps, ensuite, effectivement, on touche beaucoup moins de spectateurs que si on était à la télévision pour un film comme ça, où l'idée aussi est de faire bouger les consciences. Mais moi, quand j'ai commencé le film, on avait vraiment cet espoir qu'on allait vraiment faire bouger l'opinion publique, créer un débat, etc. Et puis quand j'ai compris que tout ça n'avait pas lieu et n'aurait pas lieu, finalement, très modestement, je me dis, et je continue à le faire dans le film que je suis en train de faire en ce moment, c'est au cœur des ténèbres, traquer la beauté. Et je pense qu'en tant qu'artiste, finalement, c'est tout ce qui nous reste et tout ce qu'on peut faire. Rester debout en récitant de la poésie, comme on le voit dans ce film, comme les Soudanais sont en train de faire en ce moment, ils se battent pour la liberté. On en parle très peu aussi dans les médias, mais c'est un combat d'une population à main nue, pacifique, en face de miliciens qui ont déjà commis des génocides et qui tirent à balles réelles sur des gens qui manifestent pour la liberté. Ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas. C'est ce dont je parle, c'est ce que je vais montrer dans mon prochain film, pour qu'on voit justement d'où ces gens qui arrivent, d'où ils viennent et d'où ils parlent. Et voilà, et donc modestement, on essaye à notre niveau de faire ces choses en espérant qu'à un moment donné, on arrivera à toucher le cœur de certaines personnes, et c'est déjà mieux que rien. Ceux qui ont suivi l'actualité récente au Soudan, qui ont un tout petit peu entendu parler, le numéro 2 du gouvernement de la dictature militaire qui est revenu au pouvoir aujourd'hui, est le chef des Janjaweed, c'est-à-dire les milices qui massacrent la population de Darfour. Et donc qui massacrent la population dans la capitale en ce moment. Bonsoir, moi je suis travailleur social et je travaille auprès de migrants, et notamment je fais le droit des étrangers du droit d'asile. Alors ce qui me manque, mais peut-être c'est parce que vous n'avez pas eu l'autorisation, c'est où sont les femmes et où sont les jeunes filles, puisque la seule femme qu'on a vue, c'est une jeune femme qui était enceinte. Voilà, ça oui, elle ne souhaitait pas être filmée. Et oui, donc dans le film, il n'y a vraiment que les gens qui ont accepté. Et vous avez eu aucune jeune fille ou aucune jeune femme qui souhaitait être filmée? Je suis très très... Voilà, ça me surprend beaucoup, parce que moi je travaille auprès de... bon, ce qui
aurait été intéressant, c'est, si vous voulez, les jeunes filles et les jeunes femmes, elles ont, tout le monde le sait, la double peine, quoi. C'est-à-dire que, et pendant le parcours migratoire, puisque vous avez un tout petit peu parlé de la Libye, où effectivement les personnes sont des esclaves, mais pour les jeunes femmes, c'est un double esclavage, puisqu'il y a aussi de l'esclavage sexuel. De la prostitution, enfin de la traite. Oui, la traite, l'esclavage sexuel. Et ça, malheureusement, ça perdure aussi ici en Europe. Donc, mais il y a ça aussi pour les mineurs isolés. Alors, c'est quelque chose dont je n'ai pas parlé. Oui, moi je travaille avec les MNA aussi. Mais à Paris, sous le pont de la Chapelle, il y avait des jeunes Afghans de 12-13 ans qui se prostituaient pour survivre. Et il y avait des pédophiles qui profitaient de la situation de ces mineurs isolés. Et chaque année en Europe, il y a des milliers d'enfants mineurs isolés qui disparaissent. Et on ne sait pas où ils sont. Oui, tout à fait. Non, mais c'est quelque chose qui m'a manqué. Oui. Mais le film n'est pas exhaustif. Hein. Oui, non, mais complètement. Mais je voulais le dire quand même. Je voulais le dire quand même parce que c'était quand même. Bien sûr, elles sont là, les femmes. Bien sûr, elles étaient là. Les jeunes filles sont là, les jeunes femmes sont là. Et c'est vraiment la. Non, là vraiment, il y avait des femmes de Somalie, des familles. Il y avait aussi de jeunes Afghanes. Et vraiment, elles étaient terrifiées à l'idée qu'on puisse les voir, les reconnaître. Et même il y a des moments où on en croise, mais elles mettent leur voile sur le visage. Voilà. Okay. Merci. Mais merci d'avoir posé cette question, parce qu'effectivement, ce que dit votre question, c'est qu'on ne voit pas de femmes dans le film, mais les femmes sont là, et c'est beaucoup plus difficile pour une femme de faire le voyage, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a moins de femmes, parce qu'il y a aussi celles qui n'arrivent jamais, parce qu'effectivement elles sont capturées et prises dans des traites encore plus que les hommes. Une femme vaut beaucoup plus qu'un homme quand dans le système où des migrants sont capturés, mis en esclavage. Et vendus aussi. Oui, voilà. Je voudrais tout d'abord remercier la réalisatrice de ce film, effectivement, et de son témoignage qui nous rappelle effectivement des situations pénibles, et nous les vivons encore. Il y a une autre partie encore qui n'est pas traitée par le film, c'est peut-être pas possible, c'est aussi le passé de ces gens. C'est-à-dire, pour arriver jusqu'à ce lieu, ils ont vécu peut-être pire que ceux qui vivent encore ici, et la plupart, on le sait tous, ils ont laissé effectivement leur vie en pleine mer, et puis tout ce qui est arrivé même dans les autres frontières, et tout ce qu'ils ont subi aussi comme humiliation, comme ce qu'ils subissent aujourd'hui, et le reste. Voilà. Ces problèmes, nous les connaissons, et on est un certain nombre de la Ligue des droits de l'homme, et beaucoup d'ailleurs dans beaucoup de communes. On a ouvert des bureaux et on essaye d'aider les gens qui viennent toutes les semaines pour effectivement les aider à composer un dossier, les accompagner, parce que sinon ils ne seraient pas reçus dans les sous-préfectures. Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de gens qui sont sortis un peu de l'ombre comme ça, ou de cette misère, on va dire, pour retrouver un peu plus de dignité et de vie normale. Voilà. Alors, je reviens un peu sur une autre question. Vous avez parlé de tout, et c'est très bien. Par contre, dans le parcours de Soliman, et dans ses récits, et dans ses, comment dirais-je, ses poèmes qui récitait, il parlait de faute. Il dit à qui la faute? Alors, la faute, c'est à son père ou sa famille, c'est à son pays qui est en guerre et qui l'a poussé à l'exil. La faute, c'est à d'autres pays aussi qui n'ont pas fait leur devoir, peut-être aussi d'aider les plus petits, ou qui les ont exploités, ou on ne sait pas. Et c'est là que je retrouve un peu Abdelmalik qui a parlé effectivement de soi. Quelle est notre responsabilité, nous tous d'ailleurs, aussi bien les humains que surtout les sociétés et les États, d'une façon générale. Est-ce que la faute, elle est que à un pays qui a poussé à l'exil ou qui est en guerre, ou la faute, elle est aussi à l'ensemble de l'humanité qui pourrait s'interroger, où le point d'interrogation reste quand même quelque chose de très important, d'ailleurs,
dans le film, il est question aussi de et soi. Qu'est-ce qu'on pense de ça? Comment on agit? Comment on réagit? Voilà. Merci. Il y a la réponse dans votre question. Et puis Souleymane pose précisément ces questions-là. À qui pose la question, en fait? À qui la faute, finalement? Et c'est en ça que c'est puissant. Il dit à qui la faute? Il pointe pas, en fait. C'est ça qui est fabuleux. Il pose la question. À qui la faute? Oui, malgré toutes les difficultés, il n'y a pas de ressentiment. Ça, c'est très très beau. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ce que je ressens, c'est que il n'y a pas de misérabilisme. Les gens sont là dans leur dignité et que finalement, l'image qui est terrible pour moi dans le film, c'est l'image de l'État. Ces gens sont, malgré les situations difficiles, on essaye de les humilier, mais pour moi, ceux qui s'humilient, c'est ceux qui nous gouvernent. Je suis tombée par hasard sur une interview de Dupond-Moretti, le ministre de la Justice. Et l'intervieweur lui parlait des pratiques de la police, justement, qui prenaient les temps, qui prenaient leurs affaires, etc. Il a dit, oh non, ça c'est pas possible, ça serait la honte. Il y a peut-être eu des débordements, mais non. Et je fulminais et je me disais, mais comment le joindre et lui mettre le nez dedans. Ne vous inquiétez pas, il y en a quelques-uns qui lui ont fait passer le message. Je vais raconter une anecdote encore pire. C'est la responsable à la mairie de Paris des mineurs isolés étrangers qui, dans une interview face à face avec un journaliste, dit qu'il n'y a pas de mineurs isolés dans la rue à Paris. Et quand on lui propose de venir avec nous, on ne vient pas. Et quand Agathe, plusieurs fois, est allée à la mairie de Paris avec des jeunes qui étaient à la rue, il lui disait qu'il pouvait la recevoir elle, mais il ne voulait pas recevoir les jeunes. Et c'était toujours une politique du déni. Elle s'appelle Dominique Versini, cette dame, je ne sais pas si elle dort la nuit. Donc on est dans un système total, on vend des armes un peu partout. Enfin, il y a un système politique et économique mondial qui est dramatique. Sur la phrase de Dupond-Moretti, moi j'ai mis 3 scènes en perspective. Il y a eu au même moment une interview de M. Darmanin, une interview de M. Dupond-Moretti et une interview de Marlène Schiappa. Alors, Marlène Schiappa, elle a été sur place, elle a fait pleurer tout le monde. Elle sait très bien faire ça. M. Darmanin nous a fait le coup de c'est moi qui gouverne et donc il n'y a pas de désordre chez moi. Et puis Dupond-Moretti, il était la main sur le cœur. Comment ça, c'est pas possible dans notre pays? Mais vous imaginez pas. Et vraiment, la répartition des rôles entre les trois, c'était insupportable. Mais je vous rassure, il s'est quand même bien fait allumer. Dupond-Moretti, ça a circulé sur les réseaux sociaux, les tempes déchirées d'un côté et lui disant que c'était pas possible de notre pays. C'était très bien vu. Mais c'est inadmissible. Comment ils assument? Alors, il nous reste quelques minutes et évidemment si vous avez des questions n'hésitez pas. Mais il y a j'ai une question par rapport au film et qui s'adresse en fait à vous trois et sur la question des responsabilités de l'État dans lequel on vit. Alors en fait c'est 2 questions. La première c'est sur l'utilisation du mot migrant et je crois que le film montre très bien que le mouvement est créé, le mouvement n'est pas volontaire et est créé par les conditions dans lesquelles on place ces gens-là, qui ne sont pas perpétuellement au mouvement et donc n'ont aucune raison de s'appeler constamment migrants parce qu'ils ne sont pas dans une migration permanente. Je crois que le film est très très clair avec ça et peut-être va nous conduire à modifier l'usage qu'on fait de ce mot-là. Et par rapport à la question de l'État, j'ai l'impression qu'il y a un déplacement entre on pourrait aider, on ferme les yeux, et aujourd'hui on est carrément radicalement dans on nuit aux personnes qui sont en migration sur notre territoire. Et je crois que le film le montre bien et le met en image la responsabilité qu'a l'État français dans la mort de pas mal de personnes sur notre territoire, ou en tout cas de manière très proche. Je pense à nos côtes, au drame qui s'est passé dans les eaux de la Manche le 24 novembre. Et j'aimerais bien vous entendre sur ce déplacement et cette mise en péril des gens de la part de l'État français qui est très bien illustré. Alors, sur le mot migrant, moi je dirais quelques mots, parce que quand j'ai écrit la voix du film,
j'ai tenu à ne pas prononcer ce mot sans regard du début à la fin, il n'y a pas migrant. Pour une raison très simple, en fait, le mot, pourquoi pas, mais il a été, à force d'être utilisé, la manière dont il a été utilisé dans le discours politique, dans le discours médiatique, a fait qu'au bout d'un moment, j'avais l'impression, moi ça me faisait penser au cafard quand il y avait la radio d'Émile Colline au Rwanda, sur la manière dont on parlait des Tutsis. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ce mot, il recouvre quelque chose de... c'est complètement déshumanisé. On a l'impression que c'est c'est un truc, c'est un machin comme ça. Et donc, je trouvais que le mot était devenu violent de par l'utilisation qui avait été faite du mot. Et je voulais absolument revenir au fait que chaque personne qui arrive est une personne, un être humain. Exactement comme cette pancarte « We are humans », elle était déjà dans les manifestations à Paris en 2015. Au moment de l'évacuation de la halle Pajol, où j'avais même pas encore commencé à tourner le film. Donc, ça revient très très souvent, We are humans, parce que et c'était la même chose à la frontière, en Bulgarie, à Lesbos, c'est revenu très très souvent. Et donc, c'était aussi par respect pour ces personnes qui, à mon sens, voilà, avant tout, il faut pouvoir s'identifier, ne pas oublier que cette personne, ça pourrait être nous, voilà, donc il n'y a pas de différence, il n'y a pas eux et nous. Donc je voulais vraiment sortir de ce eux et nous, et ce mot, malheureusement, pas au départ, mais il est devenu, il sonnait dans mes oreilles comme quelque chose qui m'écorchait les oreilles. Et d'ailleurs, les militants qui aident sur le terrain, qui parfois d'ailleurs n'étaient même pas des militants, qui étaient juste des gens qui habitaient à Paris et qui se sont retrouvés du jour au lendemain à devenir des militants par la force des choses, parce qu'ils ne supportaient pas de voir ce qui se passait. Et donc, eux aussi n'utilisent pas ce mot. Et ils préfèrent le mot de exilé, parce que dans le mot exilé, il y a aussi cette idée de l'exil, c'est-à-dire un exil qui n'est pas forcément choisi, qui raconte quelque chose du parcours de la personne. J'ai rien à ajouter, sauf que je veux que Hélène m'arrête de la vie des droits de l'homme, parce que j'ai rien à ajouter. Moi, c'est un de mes combats, qu'on n'utilise plus ce terme de migrants qui est un peu vaguiste. On prétend, ceux qui sont des puristes, les migrants ont une définition et exilés, ça ne veut rien dire. Ben non, migrants, il n'y a pas de définition, il n'y a pas de définition juridique, il y a vaguement une définition de l'ONU, et exilé, ben c'est pareil. Et puis les mots, c'est l'usage qu'on en fait. Et donc, ce mot migrant, pour moi, c'est un mot vaguiste qui veut tout dire et rien dire. Et à tel point que au sud, on migre, et au nord, on s'expatrie. On n'est pas migrant au nord. C'est bizarre, hein, c'est des trucs comme ça. Et donc, il faut vraiment faire la guerre à ce terme de migrant, parce que c'est effectivement, c'est devenu déshumanisant. Ça devient un mot complètement déshumanisé. Alors que derrière l'exil, il y a tout un... Il y a un imaginaire littéraire. Tout à fait. Précisément, c'est ce que je voulais ajouter, justement, parler des imaginaires. Nous, à notre... Nous, en tout cas, nous, à notre humble niveau, c'est ça. C'est comment on va travailler les imaginaires précisément pour humaniser. Précisément pour dire que derrière ces termes, derrière, il y a des êtres humains, en fait. Il y a des femmes et des hommes et des enfants et voilà. Et donc, raconter nos histoires de telle manière à travailler les imaginaires pour que précisément on puisse... que ce soit naturel de se reconnaître en l'autre et finalement de provoquer, en travaillant ces imaginaires-là, un certain comportement, c'est-à-dire cette idée d'empathie, cette idée voilà, finalement d'être à la hauteur de nous-mêmes, d'être à la hauteur de l'imaginaire France ouvert, etc., etc. Et être à la hauteur. Et nous, on essaye de faire ça en racontant des histoires précisément. Kylian Mbappé. Exactement. Et donc voilà, c'est juste ce que je voulais rajouter, c'est-à-dire faire la guerre, c'est ça aussi. C'est comment précisément on va travailler les imaginaires à cette idée ouverte, ces idées humanistes, etc. Et le faire en tant qu'artiste. Bonsoir. Quel conseil vous pourriez donner aux citoyens lambda que nous sommes pour aider les exilés au quotidien? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il y a de plus urgent là? En fait, il y a beaucoup de
collectifs à Paris qui sont en manque de bénévoles en ce moment, notamment le collectif Wilson, Solidarité Wilson, qui se trouve porte de la Chapelle. Vous les trouvez sur Facebook. Et également les Midis du Mi, c'est l'association qui a créé... alors une des belles choses, parce qu'on a parlé de choses très négatives, enfin une des très belles choses, c'est que Agathe, que vous voyez dans le film, qui est cette jeune femme qui vient en aide aux mineurs isolés étrangers, qui d'ailleurs elle-même est une maman, qui à l'époque, son fils, il doit avoir 13-14 ans, et qui n'habite pas du tout le quartier, elle habite ici les Moulineaux, elle est professeure à l'université et dans des écoles de commerce. Et elle tombe par hasard sur... elle voit une famille, une femme avec un bébé sous le pont de la Chapelle, et c'est comme ça qu'elle commence à s'engager. Au moment où je la filme, c'est vraiment les tout débuts. Elle fait avec des briques et des brocs. Aujourd'hui, son association, alors qu'à l'époque, c'était vraiment juste quelques amis qui se sont mobilisés, c'est 4000 adhérents, avec, et parmi ces adhérents, des gens qui sont très très actifs dans toute la France, avec des familles qui accueillent, avec tout un système d'organisation pour faire les repas, qui sont en fait un moment où on rencontre les mineurs isolés quand ils viennent d'arriver. Et elle le fait juste à côté du bureau de la Croix-Rouge, que vous voyez dans le film. Et donc les Midis du Mi, c'est aussi très simple de leur écrire via Facebook, et par exemple de participer à la préparation des repas. Donc il y a un planning pour savoir qui cuisine, quand, de quoi qu'est-ce qu'on peut faire. On peut donner de l'argent aussi, faire un don pour pouvoir acheter les téléphones portables qu'elle donne aux jeunes qui dorment dans la rue pour qu'ils puissent alerter quand il y a un problème, avant d'arriver à leur trouver des familles qui les accueillent, etc. Donc voilà, et en fait, il y a aussi d'autres associations. À partir du moment où vous commencez à rentrer, en fait, sur Facebook, il y a un groupe qui s'appelle les réfugiés. Attendez, je sais plus, mais enfin, il y en a beaucoup. De solidarité, ouais. Vous faites migrants sur Facebook et vous allez voir. Plus souvent migrants qu'exilés ou réfugiés. Si, il y a quand même. Oui, mais il y a beaucoup de solidarité avec les migrants, il y en a des dizaines. Et le plus simple, si vous n'avez pas d'énergie, c'est effectivement de les financer, parce que vu la façon dont c'est détruit systématiquement, puis après, ne jamais se taire, ne jamais renoncer à parler et à dire. Je ne sais plus qui disait qu'il vaut mieux le silence, il vaut mieux le bruit, le pire que le bruit des bottes, il y a le silence des pantoufles. Ah ben, les Soudanais, en ce moment, un de leurs slogans, qui va être sûrement le titre du film, c'est la balle ne tue pas, c'est le silence qui tue. Telga amab toktol, yoktol sokut zol. Merci beaucoup. Un grand merci à notre invité de ce soir. Oui, merci à la LDH d'avoir organisé cette soirée. Merci à la section. Oui, merci à la section de Frère Romainville. Grand merci à vous. Et un tout petit mot pour nos spectatrices et spectateurs. Sachez que la question travaille évidemment la programmation et travailler au sein de la programmation du Méliès chaque mois. Cette question de l'exil et de comment on le montre, on le met en image et de comment notre salle peut servir de lieu d'échange, de discussion, de prise de parole. Même si on regrette que Paris-Stalingrad ne soit pas acheté en télévision. 2 rendez-vous à ne pas manquer parmi les premiers de l'année 2022. Le 3 janvier, nous projetterons un film qui s'appelle Little Palestine, Diary of a Siege, un film d'Ablala El Khatib que nous recevrons dans le cadre d'une séance organisée avec le festival Ciné Palestine. Voilà. C'est un film sur le siège de Yavne dans la banlieue de Damas, percutant, et un des films très importants de ce début d'année. Et le 17 janvier, nous recevrons un autre réalisateur, ivoirien cette fois-ci, Joël Akafou, qui présentera Traversée, une histoire évidemment d'exil et de migration entre l'Italie et la France, et ça va, à mon avis, avoir des détours de la même manière que ce soir. Voilà, merci encore à vous toutes et tous. Bonne fête.